Donc, bonjour à tous pour cette nouvelle saison des lundis numériques de l'INHA. Nous accueillons aujourd'hui Alix Termesa-Géminet, qui est chargée de projets numériques et de projets numériques de recherche à l'Humatech Condorcet, où elle est arrivée après être notamment passée à la bibliothèque de la Sorbonne, à la BIS, où elle travaillait sur des projets numériques de la bibliothèque. Donc, elle vient aujourd'hui nous présenter la plateforme Transcrire, qui permet de travailler notamment sur la transcription collaborative au service des projets de la recherche et des collections. Donc, je lui laisse la parole. Je vous remercie de poser des questions au fur et à mesure dans le chat questions-réponses. On les fera remonter à la fin. On vous donnera la parole si c'est possible. Merci. Merci beaucoup, Bulle. Bonjour à tous et à tous. Donc, en effet, je m'appelle Alix Termesa-Géminet. Merci à l'INHA et au Lundi Numérique de me recevoir pour cette première séance de la saison. Donc, comme tu l'as dit, je suis ingénieur d'études à l'Humatech Condorcet, donc au cœur du campus Condorcet, que je vais peut-être brièvement présenter, parce que peut-être que voilà, c'est le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est le campus Condorcet, c'est un projet de mutualisation des moyens et d'équipements de grandes structures en SHS, qui a débuté en 2008 à peu près, et qui a ouvert en 2019, donc c'est très récent. Il réunit plus de 80 laboratoires, près de 12 000 résidents, qui sont rattachés à 11 établissements membres, que je vais lister très rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc il y a Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, Paris-Nanterre, Sorbonne, Paris-Nord. On a le HESS, le PHE, l'École nationale des chartes, et on a des laboratoires du CNRS, l'AFMSH et l'INED. Donc l'Humatech, elle a ouvert sur ce campus en 2020, le bâtiment lui-même en 2021, mais les services ont commencé en 2020. Et c'est une structure qui réunit à la fois des fonds documentaires, archivistiques, mais qui propose aussi un ensemble de services de soutien à la recherche. C'est aussi un lieu d'exposition. Et donc, on a souvent décrit l'Humatech comme bibliothèque laboratoire. Et moi, je travaille justement dans ce service, dans ce département de soutien à la recherche. Et c'est cette notion qu'on essaye aussi de développer à travers différentes actions, donc des actions de sensibilisation, de formation, de conseil, mais aussi d'accompagnement de projet. Et donc, dans l'équipe que j'ai intégrée, on retrouve des profils et des missions variées qui vont toucher à la publication ouverte, la gestion de projet, la gestion les plans de gestion de données, l'archivage, les métadonnées, les données du web, la transcription et l'édition numérique de corpus de texte, voilà, pour en citer quelques-uns. Donc, c'est justement dans le cadre de ces services et de pouvoir subvenir à ces besoins que nous portons aujourd'hui Transcrire. Et donc, Transcrire, comme tu l'as dit, c'est une plateforme de transcription participative. Donc, transcription, j'entends la reprise numérique d'un contenu physique, donc par exemple une lettre, une lettre physique qui devient un fichier TXT ou dans un autre format, suivant les conditions qui ont été posées par cette transcription. Donc, les documents concernés ici, ce sont des archives papier. On ne parlera pas d'ouvrages imprimés, mais ça rentre dans ces enjeux de transcription qui sont de cette manière plus accessibles à la recherche, au traitement et à l'édition numérique enrichie. Donc par participative, donc le deuxième terme un petit peu, par participative, on entend plutôt l'intervention active et volontaire de personnes extérieures au processus de recherche classique. Donc dans le cadre de la transcription, l'intervention, elle est plutôt restreinte, mais dans le champ plus large des sciences et des recherches participatives, on peut imaginer des projets qui, eux, peuvent devenir des projets co-construits, c'est-à-dire à égalité entre la société civile et les acteurs de la recherche. Voilà, ça c'est un petit peu pour définir les termes. Je vais donc, durant cette présentation, je vais d'abord aborder l'historique de la plateforme, puisqu'elle existe depuis plusieurs années aujourd'hui et qu'elle a parcouru plusieurs étapes avant d'arriver à l'Humatech. Ensuite, on prendra le temps d'explorer concrètement la plateforme, son interface publique comme son interface administrative. Et on évoquera les différents enjeux et spécificités techniques de la plateforme. Ensuite, on reviendra sur ces aspects participatifs, justement, et de communication et d'animation.
Et enfin, pas du tout enfin, on fera un horizon des projets. Voilà, je vous présenterai brièvement les projets et surtout si certains cas spécifiques d'usage pour certains projets. Et enfin, voilà, une brève perspective de ce qui nous attend avec la plateforme. Donc, on va commencer pour de vrai. Euh, Avant de nous lancer dans l'exploration du site, comme je disais, voilà, la plateforme, elle a plus de 10 ans, enfin, elle va avoir 10 ans. Mais l'historique date de plus de 10 ans. Donc c'est par là qu'on commence. Tout commence un petit peu avec, en 2011, en fait, donc Fabrice Melka qui est ingénieur de recherche CNRS à l'IMAF, donc l'Institut des mondes africains, créé en 2011 un blog hypothèse sur lequel il publie deux carnets de l'archéologue et préhistorien de l'Afrique subsaharienne Raymond Moigny. Il les transcrit, donc il publie les numérisations et les transcriptions sur cette plateforme. Donc il y en a 23 au total de ces carnets, là il n'y en a que deux. Non seulement il y a la transcription et les images, mais il y a aussi un travail de géolocalisation des carnets en fonction du parcours du scientifique, puisque c'est des carnets de terrain. Donc c'est suite à cette expérience qui est remarquée. Malheureusement, ça s'arrête en 2013. Suite à cette expérience remarquée, en fait, le consortium Archives des ethnologues, qui est un consortium d'infrastructures de recherche étoile Humanum, euh, qui, euh, qui, euh, qui décide de lancer la plateforme Transcrire, de soutenir Fabrice Melka dans la construction de cette plateforme Transcrire, donc qui naît en 2015. Donc à l'époque, il s'agit d'un site qui fonctionne avec le logiciel Omega Classic et un module Scripto. Il héberge des projets, à l'origine, il héberge des projets du consortium, des partenaires du consortium, et donc ça va être par exemple donc, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, avec les archives de Marsogast ou Daniel Dufour, ou bien les archives du Centre de recherche bretonne et celtique, avec les journaux de Anatole Lebras. Donc progressivement, dans les années qui vont suivre, il y a plusieurs autres projets qui vont voir le jour, et on va revenir dessus un peu plus tard. Et donc l'objectif vraiment de cette plateforme, c'est de pouvoir mettre en avant des archives de la recherche, des archives de chercheurs, notamment des ethnologues, mais pas que. Euh, et donc c'est des archives qui sont très peu connues, très peu utilisées. Euh, c'est principalement ces archives-là qui intéressent Transcrire, les notes de terrain en particulier, qui ont un intérêt pour tout ce qui est reconstruction du travail de recherche, recontextualisation aussi, mais aussi recontextualisation des archives qui les entourent, notamment les productions rédigées, les enregistrements de terrain, les enregistrements sonores, les photographies et les films qui peuvent avoir été faits en même temps. Euh, donc c'est aussi un intérêt de ces archives-là, et on va revenir un petit peu dessus plus tard. Donc en 2019, la plateforme elle est lauréate d'un appel à projet Collecte Percée, porté par le musée du Quai Branly. Et grâce à cela, en fait, la plateforme va pouvoir évoluer non seulement techniquement, elle va aussi avoir accès à plus de moyens, notamment pour gérer les transcriptions, et proposer plusieurs animations durant la période. Donc le site va évoluer et changer de graphisme et de CMS, donc de Content Management System. Les projets évoluent un petit peu puisque eux aussi, on verra, sont traités un peu différemment grâce à ce changement de logiciel, et les interfaces évidemment évoluent. Et puis en 2023 en fait, l'Humatech Condorcet, le conseil scientifique de l'Humatech Condorcet entérine la reprise du site. Donc Transcrire entre à nouveau dans une nouvelle phase de développement. Donc par phase de développement, j'entends qu'aujourd'hui, Transcrire a de nouveaux moyens grâce à l'Humatech. Donc tout l'intérêt pour Fabrice Melka, qui était seul porteur du projet, c'est de justement pouvoir transmettre la plateforme à une institution, lui donner une certaine pérennité
là où justement c'était plus possible de fonctionner de projet en projet avec des soutiens temporaires. Le consortium Archives des ethnologues, lui, n'est plus en existence. Il y a aussi un aspect de relation institutionnelle puisque l'IMAF est désormais sur le campus Condorcet. Les archives de l'IMAF, notamment les archives de la Bibliothèque de recherche africaine, dans lesquelles étaient les carnets de Raymond Mony, mais d'autres archives aussi, depuis, qui ont intégré les projets de transcrire, sont conservées à l'UMATEC. Donc, ces liens font que l'UMATEC est la nouvelle gestionnaire de la plateforme Transcrire. Là, j'ai très rapidement schématisé toutes ces relations à travers le temps un petit peu, donc avec le campus, l'IMAF et Humanum. Humanum qui héberge encore aujourd'hui la plateforme, le campus qui aujourd'hui a la gestion administrative, toujours en lien évidemment avec, Fabrice et l'IMAF. Donc voilà, on a pu faire ce petit historique. Donc je vais passer à une visite de l'interface publique. Donc pour ça, nous voici sur le site, donc transcrire.humanum.fr. Donc transcrire, c'est un site qui se veut simple et lisible. Donc on a cette page d'accueil, on va prendre les choses de manière très, très basique, hein. Je vous fais une petite visite comme ça des différentes pages du site et de l'interface évidemment de transcription. Donc sur cette page d'accueil, tout d'abord, on voit un carrousel qui va nous permettre de mettre en avant les différentes actualités du site, mais aussi, et donc parmi les actualités, on a aussi les différents documents qui ont pu être récemment mis en ligne. On va avoir un ensemble de projets, donc les projets les plus récents à transcrire. On va aussi mettre en avant les transcriptions, les transcriptions et les transcripteurs. Donc là, vous avez les différentes dernières transcriptions, donc qui datent d'aujourd'hui même, avec Gaël Allaire, qui a travaillé sur les carnets d'Emmanuel Martin, et puis d'autres personnes qui ont travaillé sur d'autres transcriptions. Voilà. Après, on a différentes autres interfaces. Donc malheureusement, l'interface, l'API de X, anciennement Twitter, ne fonctionnant plus. Donc nous, on a un compte X sur lequel je reviendrai plus tard. L'API ne fonctionnant plus, on a toujours la petite boîte, mais on ne peut plus afficher nos posts, c'est même plus des tweets, c'est des posts sur le site. On va avoir voilà, les propositions de différents documents à transcrire qui attendent des transcriptions. Et donc, vous voyez, il y a une petite barre de progression, on va revenir dessus aussi. Et puis, différentes entrées, donc des entrées par discipline aussi, donc ethnologie, archéologie, géographie, etc. Et par genre, carnet de terrain, correspondance, notes et carnet de voyage. Si je remonte sur le menu, le menu principal, vous avez les projets. Donc là, on va avoir la liste des différents projets. On a des pages d'aide et des à propos. Donc la page d'aide, ça va être une page qui va simplement vous présenter des instructions génériques de transcription. Donc ça, c'est voilà, c'est pour vous orienter, pour vous faire comprendre un petit peu les différents enjeux de transcription. À propos, donc voilà, on va avoir des pages pourquoi transcrire, une présentation des collections, une présentation des partenaires, donc des différentes sources de ces collections, sur lesquelles je reviendrai durant la présentation des projets. Et puis les aspects techniques, donc on est en train de le voir en détail, il n'y a peut-être pas besoin d'aller dessus. Vous avez une page avec un formulaire de contact, donc qui est ouvert à tout le monde, qui vous permet de nous écrire pour nous laisser un message, et ça peut être des messages qui proviennent de n'importe qui, donc c'est soit des transcripteurs qui peuvent avoir des difficultés, mais c'est aussi des personnes qui nous contactent pour justement proposer un projet. Ça peut être toutes sortes de scénarios. On a l'ancien logo de Twitter, et puis on a ce bouton Me connecter. Alors je vais aller sur un projet. Là, je vais sur la page des projets et puis je vais prendre le projet Lettres des auditeurs et auditrices de la Tribune de l'Invalide, qui est l'un des projets les plus récents. Quand on est sur un projet, on voit une présentation succincte du projet, quelques informations avec des liens extérieurs qui vous permettent de retrouver les sources de ces documents.
d'avoir de la documentation aussi pour contextualiser ces documents. Par exemple, ici un article qui concerne justement le corpus. Et donc, vous allez avoir cette page avec, à nouveau, donc sur la droite, vous voyez les dernières contributions, mais spécifiques au projet. Et puis, donc, les différents items que comporte ce projet. Donc, un corpus de transcription, ça va être en fait ça va être un corpus qui contient généralement plusieurs documents. Donc, ces documents, ça peut être donc, des carnets, donc une unité, mais ça peut être une lettre ou des ensembles de lettres. Ici, par exemple, vous avez, dans le cadre des lettres des auditeurs et auditrices de la Tribune Invalide, nous avons près de 320 différentes personnes qui ont écrit donc, à cette émission de radio qui s'appelle la Tribune de l'Invalide. Donc, on a réuni les différentes lettres, puisque ça représente un peu plus de 400 lettres. On les a réunies par auteur, même si les auteurs ont été anonymisés. Comme vous voyez ici, on n'a plus que les initiales. Donc là, par exemple, pour IR, on a plusieurs lettres. Pour YP, on a une seule lettre. Et donc voilà, là, vous voyez une barre qui est bleu foncé. Ici, vous voyez que la barre elle est bleu foncé puis bleu clair. En fait, ça va indiquer différents niveaux de progression des documents dans leur transcription. Et donc, par exemple, si je retourne sur la lettre de VNI, NL, donc on va avoir 5 pages de transcription. Donc là, on est au niveau du document. Ce document, en réalité, là, il s'agit de 2 documents puisqu'il y a 2 lettres distinctes. Vous avez une notice ici qui indique les différentes métadonnées de ces documents, donc les dates des 2 lettres, des identifiants relatifs à ces lettres, et un lien extérieur, par exemple ici vers le PDF de la lettre qui est disponible sur Nakala. Et donc là, vous avez à nouveau la barre et vous voyez, il y a indiqué approuvé à 80% et terminé à 20%. Donc approuvé à 80%, c'est que les 4 pages ici ont été transcrites et ont été approuvées par la suite. Et la dernière a été terminée, mais n'a pas encore été validée. Donc ces différents niveaux, en réalité, donc vous avez évidemment des pages qui n'ont pas encore été transcrites, qui sont indiquées comme nouvelles. Ensuite, elles sont en cours quand une transcription a commencé. Et dans ce cas-là, ce sera indiqué en jaune, on va le voir tout de suite. Et puis en bleu un peu plus clair, en bleu cyan, si c'est terminé. Et en bleu foncé, une fois que c'est validé. Une fois que la validation a été effectuée, la transcription il n'est plus possible de corriger la transcription. Donc là, vous voyez que c'est terminé. Donc je pourrais modifier la transcription si je voulais, mais là, je ne peux pas. En effet, je ne peux pas parce que je ne suis pas connecté. Donc là, il suffit de me connecter. Donc c'est ce bouton à la fois pour se connecter et s'inscrire. Donc là, vous avez aussi créé un compte. Et donc là, vous voyez qu'il y a un bouton qui apparaît, débuter la transcription, qui me permet de me lancer dans la transcription. Donc vous voyez, l'interface change. Et là, je suis sur l'interface de transcription elle-même. Donc avec une boîte d'outils dans l'interface de transcription. Je peux faire changer cette interface, donc par exemple l'afficher en plein écran si je le souhaite, donc si c'est plus confortable. On peut évidemment modifier la page pour pouvoir y accéder à la numérisation plus simplement. Et donc vous voyez ici la transcription, tac tac tac. Je vais rien enregistrer de tout ça. Je peux marquer cette révision comme complète, c'est ça qui fait basculer une transcription en mode terminé. Et je peux aussi traquer, donc, enfin, je peux aussi suivre cette page si je souhaite, par exemple, si j'ai transcrit, mais que j'ai laissé quelque chose comme non terminé, je peux la suivre, ou si j'ai un problème et que je souhaite pouvoir revenir dessus plus tard, je la marque comme suivi ici. Donc là, je vais track le média, mais je ne vais pas enregistrer, hein, parce que je viens d'écrire n'importe quoi. Et donc là, par exemple, quand je suis sur mon compte, une fois que je suis connecté, je vais aussi avoir un tableau de bord et des contributions et une veille. Donc c'est dans cette veille que je vais trouver, par exemple, les documents que je suis. Donc là, ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas enregistré. Mais vous voyez, là, par exemple, j'ai suivi cette page qui m'indique, voilà, par exemple, qu'il y a eu cette modification de l'utilisateur le 24 août. Et donc ça, c'est une page d'un autre projet. Ça me permet de suivre ces pages.
Ensuite, j'ai le tableau de bord, donc ça me permet de suivre justement les différentes modifications que j'ai pu effectuer. Et puis, donc là, c'est mes dernières contributions, et donc là, et le suivi récent. Donc là, c'est sur le tableau de bord, j'ai les contributions, et je peux aussi me déconnecter. Donc voilà à peu près l'interface de transcription. Et un dernier élément que je voulais vous montrer sur l'interface publique de transcrire, c'est la possibilité de faire une recherche. Donc par exemple, donc ici vous avez une barre de recherche qui s'ouvre avec euh, la possibilité d'accéder au déchiffrage en attente. Donc ça, c'est une recherche spécifique qui se lance avec, avec ce code-là et qui vous permet en fait de retrouver toutes les pages dans lesquelles, par exemple, on va avoir indiqué des transcriptions dont on n'est pas certain. Donc dans les instructions de transcription, en fait, on, on propose aux gens d'indiquer entre crochets avec un point d'interrogation s'ils ne savent pas ou s'ils ne sont pas sûrs des transcriptions, afin que d'autres personnes puissent passer derrière pour corriger, pour relire derrière eux et corriger. Et donc si je lance une recherche, voilà, vélo, voilà, là, par exemple j'ai 15 résultats pour vélo, et donc, vous voyez que j'ai différents filtres et ça me permet de naviguer dans les transcriptions à différents niveaux. Donc, je peux à la fois trouver les transcriptions qui ont été traitées, mais celles aussi qui sont encore en cours. Je peux accéder à différents projets et je peux même accéder à différents documents au sein de ces projets. Donc là, par exemple, les jeux d'enfants qui appartiennent au carnet d'Annie-Hélène Dufour, donc un sujet spécifique dans ces carnets. À nouveau, on retrouve le genre et la discipline. Et enfin, la possibilité d'accéder par institution de conservation. Et donc là, par exemple, vous voyez que j'ai la phonothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, qui regroupe à la fois les carnets d'Agnès Dufour et les carnets de Max Ogast, qui se retrouvent ici si je le souhaite. Donc ensuite, vous pouvez faire des recherches avec euh, une astérisque, par exemple, qui vous permet, par exemple, de chercher pour tout ce qui est vélocipède et pas seulement alors, velours aussi, voilà. C'est peut-être pas aussi pertinent qu'on l'espère, mais voilà, par exemple, Saint-Vélour, je ne connaissais pas cette ville. Voilà, donc ça c'est pour l'interface publique. Je reviens à présent à la présentation. Alors, comment fonctionne cette interface publique? Alors déjà, je reviens sur l'interface de transcription. Je vous ai présenté très brièvement cette interface enfin pas trop, j'espère, brièvement, cette interface. De quelle transcription on parle ici? J'ai mentionné voilà, le fait qu'on parlait de transcription évidemment de texte ici. Et dans le cadre de transcrire, on est vraiment sur des archives qui sont accessibles et peu connues. Donc, comme j'ai pu l'évoquer, des carnets de chercheurs, notamment du XXe siècle, mais pas que, qui ne revêtent pas la complexité de documents épigraphiques, de manuscrits médiévaux. L'idée, c'est que justement ces projets soient accessibles à des publics qui puissent lire des documents en français et qui puissent les déchiffrer avec une certaine aisance. Donc, il n'y a pas non plus de mise en page. Dans ce qu'on demande dans la transcription, il n'y a pas de mise en page, c'est-à-dire que on va pas faire d'alinéa, on fait uniquement des retours à la ligne pour signaler le retour à la ligne au bout d'une page, mais vous n'allez pas signaler, par exemple, que vous n'allez pas signaler forcément tous les éléments de mise en page qui se font. Par exemple, s'il y a des colonnes, on ne va pas créer de colonnes dans la page. Euh, Après, suivant les instructions des projets, il peut se passer qu'on va indiquer s'il y a des notes dans les marges, s'il va y avoir des modifications dans l'écriture, s'il y a plusieurs écritures sur une même page. Ça, c'est le choix des projets, des porteurs de projets. Mais en soi, vous voyez que la boîte à outils elle-même est limitée. Il y a un choix limité d'outils de transcription. Donc, il n'y a quasiment pas d'encodage, il n'y a pas d'encodage TEI. C'est pas le cas ici, on est plus sur des fichiers bruts, texte brut, mais aussi avec du balisage, donc du balisage HTML ou Wikitext. Je vais revenir sur le Wikitext ensuite. Il n'y a pas non plus de localisation dans l'image, comme ça pourrait être le cas avec de la transcription automatisée,
où là, avec la transcription automatisée, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui est en capacité de déchiffrer sur une page les différents blocs de texte, à savoir donc les paragraphes, puis les lignes, puis les mots, de les isoler et de les replacer sur la page. Ici, il n'y a pas de lien entre l'image et le texte qui est effectué. On utilise les métadonnées évidemment pour garder le lien, mais on n'a pas ces éléments-là de transcription. Donc il n'y a pas de fichier XML alto ou voilà, il n'y a pas de XML derrière. Donc pour ce qui est du site lui-même, comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette interface de transcription? Donc ça, c'est grâce à Omeka. Donc le CMS Omeka, vous le connaissez peut-être, puisque aujourd'hui, il est très utilisé pour les différentes bibliothèques numériques. Il est utilisé à l'INHA aussi. C'est un logiciel qui est conçu à la base, qui est un logiciel open source et qui est conçu pour les bibliothèques et les musées. Il permet notamment de mettre en ligne des documents numériques ou numérisés, de gérer les métadonnées, de les organiser en collection. Et cet outil, il va faciliter l'exposition de ces documents et la création de sites web. Donc les fonctionnalités sont étendues grâce à des modules qui vont permettre justement d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme c'est le cas pour Scripto, qui est un de ces modules. Alors je dis le CMS Omeka, mais vous l'avez peut-être entendu dans l'historique, j'ai mentionné Omeka Classic et Omeka S. Donc justement en 2019, on est passé d'un logiciel qui s'appelait Omeka Classic à un logiciel qui s'appelle Omeka S. Donc Omeka S, il est plus orienté justement site et il est plus orienté aussi web sémantique avec une gestion des métadonnées assez distincte, la possibilité d'intégrer de nouveaux schémas de métadonnées, etc. Donc parmi les modules, donc, il y a Scripto. Et Scripto, c'est aussi un module qui est développé par les mêmes concepteurs qu'Omeka. Et c'est un module qui est pensé pour la transcription, la traduction et la notation. Il est pensé pour la manière collaborative immédiatement. Il utilise en fait derrière un autre logiciel distinct d'Omeka qui s'appelle MediaWiki, donc que vous connaissez certainement sans le connaître forcément, puisque le MediaWiki en fait c'est l'interface de Wikipédia et des autres wikis que vous avez pu croiser. Donc en fait, vous avez Scripto qui va servir d'intermédiaire. Donc ce module Scripto en fait va servir d'intermédiaire entre d'un côté le logiciel Omeka qui gère votre site et qui gère vos documents, et de l'autre côté le MediaWiki qui lui va strictement gérer les comptes des transcripteurs et les transcriptions que vous réalisez. Donc, je ne peux pas vous présenter ce MediaWiki de la même manière que je vous ai présenté le site, parce que le MediaWiki il est restreint, notamment parce que voilà, il y a des problèmes de spam, de création de comptes, de bots, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu embêtant. Donc aujourd'hui, le MediaWiki il est restreint. De toute façon, l'idée c'est que vous accédez à transcrire via l'interface. Il n'y a pas besoin d'aller sur le MediaWiki, ça n'a aucun intérêt. Les bots que je mentionne n'ont pas d'impact sur les transcriptions, hein. Voilà. Et donc là, par exemple, ce que je vous ai mis, c'est la page d'une transcription sur le MediaWiki. Et donc le titre est bizarre. Le titre, c'est 3.29.1509. En fait, c'est le projet numéro 3, donc, qui correspond en fait au projet Anatole Lebras. C'est l'item, donc le document numéro 29, le carnet qui a comme identifiant dans la base de données Omeka 29, et la page de ce carnet qui, dans la base de données Omeka, a l'identifiant numéro 1509. Et donc, c'est comme ça que se fait l'interface aussi, c'est grâce à cet encodage des documents, via les identifiants, on fait le lien entre la page de transcription dans MediaWiki et la page de transcription sur Transcrire. Le MediaWiki, il a plusieurs intérêts. Il a aussi ses propres outils, ses propres modules, notamment par exemple l'import de CSV qui permet d'importer en masse des pages, de créer des pages. Donc ça va être des fichiers TXT avec le titre le nom du fichier qui va servir de titre à la page, et ensuite le contenu de la page contenu dans le fichier TXT.
Et donc, vous créez un CLV à partir de ça et vous insérez, et ça vous permet de créer un ensemble de pages. Et ça a un intérêt, je vais revenir dessus. Vous pouvez aussi réaliser des exports, donc justement récupérer les pages. Et quand je dis récupérer les pages, ça veut aussi dire récupérer l'historique de ces pages potentiellement, notamment les transcriptions enrichies des noms des transcripteurs et des noms et de l'historique en fait de la transcription. Donc si je vous dis que ça fonctionne comme Wikipédia, en fait, quand je me suis connecté sur le site de Transcrire, je ne me suis pas connecté au site Omeka, je me suis connecté sur le MediaWiki, en fait. C'est ça qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'ai la possibilité d'accéder au nom des transcripteurs et à l'historique des transcriptions, ce que je voyais dans la veille, etc. C'est que derrière, le MediaWiki, donc c'est ce que vous connaissez quand vous allez voir l'historique d'une page Wikipédia, vous allez voir les discussions, vous avez en fait accès à tout ce qui s'est passé sur la page et pas seulement l'état de la page telle que vous la voyez actuellement. Et donc c'est ça que garde en mémoire le MediaWiki et c'est ça qui nous permet ensuite de gérer les transcriptions et les différents niveaux de transcription. Donc ça c'est le MediaWiki. C'est un gros morceau technique, je pense, mais qui me paraît important de mentionner. Alors, avant d'accéder à ces développements spécifiques, excusez-moi, on va revenir sur l'interface de transcrire, mais cette fois, on va passer justement sur l'interface administrative. Donc, je recherche à nouveau mon code pour accéder à l'interface admin de transcrire. Donc là, on arrive sur l'interface administrative, l'interface professionnelle un peu de transcrire. Donc là, cette interface, elle est similaire un petit peu à tous les sites Omeka. Si les personnes gèrent des sites Omeka, ils reconnaissent l'interface. Ce que vous voyez, donc, ça, c'est la page d'accueil. Vous allez avoir les différentes ressources. Donc, par ressources, on entend justement tous ces différents niveaux de documents, donc les collections, les corpus qui vont réunir un ensemble de contenus, et ces contenus ensuite qui contiennent eux-mêmes des pages, donc des médias. Vous avez aussi le site transcrire, donc là c'est la gestion elle-même du site, et un entrepôt à héberge. Donc, je ne vais pas revenir trop longtemps sur les contenus, mais vous les voyez ici. Donc là, une liste des contenus récemment mis en ligne, donc c'est des carnets de Emmanuel de Marton, et vous avez accès aux médias ensuite. Les collections, et donc là, sur Transcrire, on a une quinzaine de collections. Et en fait, c'est ces collections-là qui réunissent les contenus qui sont sur l'Omeka de Transcrire. Et c'est ces collections-là qui vont servir de base au scripto. Donc là, ce que vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais c'est aussi parce que moi, j'ai évidemment des droits administratifs supérieurs qui me permettent d'avoir accès à toutes les modifications. D'autres personnes ont accès à Transcrire, n'ont pas autant de droits et n'ont pas forcément accès à tous ces paramètres-là. Moi, je vais m'intéresser principalement à Scripto ici. Donc, vous voyez, dans la liste des modules, vous avez le module Scripto qui apparaît ici. Et donc, si je vais sur le Scripto ici, voilà, je suis sur le tableau de bord spécifique de Transcrire avec les différents projets de Transcrire. Alors, j'ai dit 330, c'est 230, pardon, c'est inverse. Donc là, je suis sur l'interface admin du projet, donc le projet Lettres des auditeurs et auditrices de la Tribune de la Valide qu'on a vu sur l'interface publique tout à l'heure. Donc l'interface a changé, mais on retrouve évidemment les mêmes documents. Et donc là, si je vais sur les lettres de VNI, ici, donc vous voyez, les statuts sont différents, et je peux filtrer en fonction de différents statuts. Donc, si je vais sur ces lettres-là où tout n'est pas approuvé, je vois que cette page-là, elle n'est pas approuvée. Je vais aller sur cette page-là et je vais pouvoir l'indiquer comme approuvé. Donc, en fait, j'ai parlé des différents niveaux de progression d'une transcription. Une transcription au départ, elle n'existe pas. Ensuite, elle est en cours une fois que quelqu'un l'a commencé. Terminée une fois qu'une personne l'a relue. Et validée une personne dès lors que en fait, les porteurs de projet estiment que le document est bon. Il est prêt à être récupéré, par exemple.
en fait, la validation, donc cette approbation-là que j'ai la possibilité de faire, elle est uniquement faisable sur cette interface admin. Donc c'est là où il y a un niveau pas de déséquilibre, mais il y a un niveau auquel n'accèdent pas tous les transcripteurs, c'est que les transcripteurs ne peuvent que transcrire et indiquer une transcription comme terminée, mais ils ne peuvent pas approuver une transcription de manière définitive. Ce privilège est laissé aux porteurs du projet et personnes affiliées. Et donc pour cela, je suis obligé de donner un compte, de donner un accès via un compte spécifique Omeka. Donc c'est là où voilà, on a plusieurs comptes et on jongle avec ces différents comptes. Et donc en fait, vous avez le compte Omeka qui vous permet de donner accès, qui vous donne accès à cette interface administrative. Et ensuite, vous avez votre compte Scripto qui vous donne accès aux droits sur les documents. Et notamment, en fait, moi, dans le MediaWiki, je vais vous donner des droits de bureaucrate, c'est comme ça qu'on appelle ça dans les MediaWiki. C'est en dessous des modérateurs, des administrateurs, mais c'est des bureaucrates. Et c'est un niveau de droit qui est spécifique au MediaWiki, qui n'est pas dans transcrire, mais qui vous donne la possibilité euh, d'approuver les transcriptions, justement. Donc voilà, c'est un jeu un petit peu complexe, mais généralement, les gens ne sont pas obligés d'être au courant de tout ce qui se passe derrière. Ils ont juste besoin d'avoir accès et de pouvoir cocher la case, et tout fonctionne bien pour eux. Et donc, l'idée, c'est que justement, les personnes soient en autonomie aussi, soient en capacité d'accéder à cette interface et de venir approuver les transcriptions. Donc, là, ça paraît un petit peu compliqué comme ça. Mais là, vous voyez, par exemple, vous voyez l'URL. Et donc, cette URL, on retrouve le schéma du nom de projet, de l'identifiant du projet, pardon, de l'identifiant du document et de l'identifiant du média dans ce document. Tout ce qui change par rapport à l'interface publique, c'est ce petit admin qu'on peut enlever et rebascule sur la page publique. Donc voilà, il y a cette bascule qui est possible, qui simplifie quand même les choses. L'idée, c'est pas non plus de mettre des bâtons dans les roues à chaque étape. Voilà. Donc voilà, il y a ces différents rôles qui sont un jeu auquel on se prête, nous, en tant que gestionnaire de la base de données, mais derrière, il y a aussi tout l'aspect de formation, évidemment, d'accompagnement. C'est là où, sur cette interface administrative, les différents porteurs de projets, je vais non seulement leur créer un compte, mais ensuite, on va prendre du temps ensemble pour pouvoir gérer le projet sur l'interface administrative, apprendre à approuver. Alors évidemment, on peut approuver ici, mais on peut aussi approuver à l'échelle d'un ensemble de documents. Je peux faire un traitement en lot, modifier tout, traiter, tac, et puis je peux indiquer comme approuvé. Je peux aussi enlever l'approbation, hein, je peux faire évoluer ces statuts. Mais donc voilà, c'est aussi l'idée de pouvoir donner une certaine autonomie aux porteurs de projets, donc les chercheurs, les ingénieurs d'institutions qui ont des projets sur la plateforme. Voilà. Donc ça, ce que je vous ai présenté, c'est un petit peu un fonctionnement classique de Omeka avec le module Scripto. Vous avez cette interface de transcription et vous pouvez transcrire. Ensuite, il y a la personne qui se connecte pour valider les transcriptions, etc. Mais pour que cette plateforme fonctionne de manière efficace et qu'elle soit entièrement dédiée à la transcription, en fait, il y a eu un certain nombre de développements spécifiques qui ont été réalisés, qui, en fait, font que transcrire se distingue de manière assez stricte d'autres sites Omeka. La chose qui fait que ça se distingue le plus, c'est évidemment qu'en fait, ce n'est pas une bibliothèque numérique. Vous n'avez pas les documents qui sont présentés comme un ensemble qui sont présentés, voilà, vous allez pouvoir feuilleter. Alors là où vous feuilletez, en fait, vous passez d'une page à une autre. Ce qui n'est pas la manière dont on fait dans une bibliothèque numérique. En fait, vous êtes sur la page du document et vous avez cette fenêtre
visualisation, que ce soit une fenêtre de visualisation Mirador si vous êtes en troisième ou quoi, qui vous permet de feuilleter un document. Là, vous n'avez pas ça, vous avez uniquement les pages de transcription, et ces pages de transcription, c'est les seuls accès aux documents que vous avez. Et donc, pour réaliser ça, en fait, Limonade & Co, qui a été prestataire pour le développement, justement, d'Omeka, lors de cette phase du projet Colexpert C, ils ont développé plusieurs outils, donc là, que je vous montre très rapidement, hein. Donc, il y a Scripto Page Block. Donc ça permet d'enrichir les pages de l'interface publique de Scripto avec des contenus qui sont autrement absents. Donc ça, c'est pour améliorer l'interface des projets de transcription eux-mêmes. Sur transcrire. Donc, c'est ce que je vous montrais avec les différents liens vers l'extérieur, les différentes métadonnées qui apparaissent, qui sont en fait des métadonnées des collections, mais qui, de manière générale, en fait, dans un projet Scripto, ne vont pas apparaître. Et donc là, comme on fait apparaître les collections uniquement sous l'aspect de projet, de transcription, toutes ces métadonnées des collections apparaissent au niveau de la page du projet. Vous avez Scripto Search. Donc ça, c'est pour permettre justement de chercher directement. Donc c'est ce que je vous ai montré avec la recherche, c'est que vous pouvez chercher directement les transcriptions dans votre recherche, et notamment les transcriptions qui n'ont pas été terminées, qui sont encore en cours. C'est-à-dire qu'en fait, ça va chercher aussi sur le MediaWiki et pas seulement dans Omeka. Vous avez donc transcrire, donc ça qui est la fonctionnalité la plus importante en fait, qui fait que vous n'avez pas accès à la bibliothèque numérique de base, vous n'avez pas accès aux documents tels quels, vous avez uniquement accès au Scripto. Ça verrouille un petit peu ces accès-là pour orienter de manière efficace les personnes pour qu'elles soient uniquement sur cette interface de transcription. Et enfin, vous allez transcrire chez Cadre, qui lui est plus un module qui permet simplement d'avoir une interface qui se ressemble de page à page, même quand on est sur la page d'accueil ou sur la page de transcription, ça reste la même interface parce qu'en fait, avec Scripto, vous changez d'interface. Quand vous êtes sur une bibliothèque numérique avec Scripto intégré, en fait, vous changez d'interface, c'est plus vraiment le même site sur lequel vous êtes. Enfin, j'utilise des gros mots un petit peu, mais c'est pas vraiment plus vraiment le même site, mais voilà, c'est pour que ce soit un peu plus simple. Et donc voilà, c'est tous ces outils-là qui ensemble permettent de faire fonctionner transcrire différemment d'une bibliothèque numérique intégrée à un Scripto, et qui permet aussi de conserver sa cohérence visuelle avec évidemment un thème, donc un ensemble de paramètres d'interface graphique qui ont été décidés en accord aussi avec ces développements. C'est ce thème spécifique qui donne cette identité visuelle au site, et les modules qui viennent aider justement à la concordance visuelle du site, quelle que soit la page sur laquelle on se trouve. Alice, je t'interromps une minute pour savoir, dans le chat, il y a une question de Virginie Ferraud qui demande si tu peux montrer les interfaces dont tu viens de parler là, ou pas. Montrer les interfaces. Les différentes interfaces qui sont... Alors, oui, voilà. En fait, par exemple, là, je suis sur la page. En fait, c'est un peu compliqué de les montrer parce qu'en fait, c'est surtout pour cacher ces outils. C'est-à-dire que là, je suis sur transcrire et je veux aller sur mission de Suzanne Tardieu. Et donc, vous voyez, je passe sur un projet Scripto et j'ai pas accès à, par exemple, item set 16. Enfin, je peux utiliser, mais je crois pas que ce soit peut-être. Je suis en train de casser le site. En fait, on dirait. Voilà, c'est-à-dire que ça va masquer tout un pan d'une bibliothèque numérique classique. Si je prends Nubis, puisque du coup j'ai travaillé dessus, je ne sais plus comment ça s'écrit, je ne sais plus quelle est l'adresse de Nubis. Si je prends Nubis, voilà, vous avez votre page d'accueil et puis ensuite vous naviguez sur des documents ou sur des collections et vous voyez, donc là, bon, là c'est des arcs, hein, c'est des identifiants pérennes, mais vous avez cette interface et c'est une interface de lecture d'un document avec les métadonnées du document. Et ça, cette interface-là, après, vous n'avez pas... et là, par exemple, peut-être que je peux accéder à la page 1. Voilà, et là, je peux accéder à la page 1, mais par exemple, le site de Nubis n'est pas pensé pour qu'on puisse accéder à la page 1, ou en tout cas, il ne met pas en avant cette page 1 spécifiquement.
L'idée, c'est que les gens consultent le document sous cette forme-là sur la bibliothèque numérique. Quand vous êtes sur Scripto, l'idée, c'est strictement que vous alliez consulter les pages une à une dans le cadre de la transcription. Je ne sais pas si ça répond vraiment, mais... Bah écoute, on verra si la Ouais. personne répond. Mais voilà, derrière, l'idée, c'est que justement, ce header, justement, avec les menus, il apparaisse sur toutes les pages, sachant que quand on est sur le chemin Scripto, en fait... Ah! Hop là, pardon. Quand on est sur, voilà, là vous avez ce menu là, avec donc c'est le header. Ce header, on veut qu'il apparaisse sur toutes les pages, alors que quand vous êtes sur Scripto, en fait, l'interface, elle n'est pas forcément la même que si vous étiez sur la bibliothèque numérique d'un côté et sur Scripto de l'autre. Je ne sais pas si j'arrive à être un peu plus clair. J'ai pas d'exemple en fait de bibliothèque numérique avec un Scripto à côté. Peut-être qu'il y en a en ligne, il doit y en avoir en ligne. Sans doute plutôt des projets américains qui vont avoir des projets comme ça, donc ils vont avoir en fait une interface de transcription en relation avec leur bibliothèque numérique, ce qui leur permet ensuite de gérer tout ça. Euh, donc je reviens à la présentation. Ok, j'ai les imports. J'ai les imports, pardon. Euh, je veux lancer un projet. Je veux lancer un projet de transcription. Ça, c'est pas un Je veux lancer un projet de transcription, comment je fais? Il faut que j'intègre des métadonnées et des fichiers images dans ma plateforme Transcript. Donc les imports, ils peuvent se faire de différentes manières, suivant la nature des documents et leur provenance. C'est aussi une des spécificités de Transcript, c'est qu'en fait les documents proviennent de différentes sources. Donc vous avez une multitude de provenances. Ça peut être une bibliothèque numérique comme Nubis, par exemple, puisqu'on a par exemple le projet Emmanuel de Martin qui provient de Nubis, ou bien ça va être des documents qui sont déposés sur Nakala, ou bien c'est des documents c'est des fichiers images qui sont uniquement sur l'ordinateur du chercheur. Donc, dans les bibliothèques, en général, il n'y a pas de métadonnées à l'échelle des images elles-mêmes, ou en tout cas, il y a les métadonnées du fichier image, mais il n'y a pas forcément de description de ce qu'est cette fichier image. Donc, nous, on est obligé de traiter, d'intégrer des métadonnées complémentaires pour qu'il puisse y avoir une description au niveau image, justement, avec une notice au niveau image de ce qu'est. Euh, donc, tac, tac, tac. Donc, on utilise OpenRefine pour justement gérer ces différents traitements. Et pour l'import en lui-même, ensuite, donc, on peut soit utiliser, donc si le document est directement sur ordinateur, donc il faut charger le fichier image sur le serveur du site, sur le serveur Humanum. Si le fichier est accessible sur une bibliothèque numérique, dans ce cas-là, si la bibliothèque numérique a un protocole 3IF accessible, on peut appeler le fichier image. Dans ce cas-là, il y a pas on ne sauvegarde pas sur le serveur le fichier image, il n'y a pas de doublon. On ne fait que appeler l'image depuis la bibliothèque numérique d'origine. Donc là aussi, on ne fait pas appel directement au manifeste 3IF, mais comme on fait du page par page, il faut découper un peu le manifeste 3IF pour récupérer les URL 3IF de chaque image. Ce qui est un petit travail aussi derrière. Et donc, Omeka, derrière, ils ont des modules, notamment le module CSV import, qui permet de faire des imports dans l'Omeka, des métadonnées, avec des liens URL, ou bien de faire des appels de fichiers sur le serveur, etc. Il y a aussi, vous avez le logo ici, Tropi. Donc Tropi qui est encore un autre logiciel développé par les mêmes créateurs qu'Omeka, mais c'est eux aussi qui ont développé Zotero, donc ça ne vient pas de nulle part, hein. Qui ont développé Tropi, qui lui est un outil de gestion des images. Et donc il y a un plugin, alors je n'ai pas corrigé plugin, un plugin qui a été intégré à Tropi qui permet de faire la bascule justement, puis qui permet de gérer les métadonnées d'image, qui permet de faire la bascule vers un site Omeka. Donc voilà, ça c'est pour les imports. Et ensuite on a les exports. Une fois que vous avez transcrit des documents, une fois que vous avez réalisé votre projet de transcription, vous souhaitez récupérer les transcriptions. L'idée n'est pas forcément que les transcriptions restent sur Transcrire. Justement, je l'ai dit à plusieurs reprises, Transcrire n'est pas une bibliothèque numérique en tant que telle. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir exposer tout ça.
Donc, pour récupérer les transcriptions, il y a plusieurs choses. Évidemment, Scripto et Omeka ont prévu le coup, c'est-à-dire que dans la logique de Scripto, du module Scripto et de Omeka, il y a un outil qui permet d'importer, en fait, de récupérer les transcriptions. Donc, en fait, pour cela, je vous ai parlé du MediaWiki, je vous ai parlé de l'Omeka. Scripto va permettre d'importer dans l'Omeka, donc dans la base de données Omeka, en tant que métadonnées, les transcriptions. Donc ça va récupérer les transcriptions qui ont été validées, uniquement les transcriptions qui ont été validées, ça va les récupérer et ça va les intégrer comme métadonnées, donc soit à l'échelle de la page, soit à l'échelle du document lui-même. Donc par exemple, si c'est une lettre, c'est intéressant. Si c'est un manuscrit de 300 pages, c'est peut-être moins pratique d'avoir une métadonnée de transcription qui fait 300 pages. Mais voilà, ça vous permet de faire la bascule. Sauf que cet outil-là, qui est l'outil de base qui est intégré au logiciel, n'a pas été considéré comme suffisant, en tout cas par nos utilisateurs. Et donc il y a plusieurs choses qui ont été effectuées. Donc, il y a déjà eu un développement qui a été effectué en fait par Michael Nauge de l'Université de Poitiers, puisqu'on héberge des projets de l'Université de Poitiers, qui a développé justement un outil qui, lui, est venu scraper directement les pages de transcription, donc ce qui lui permet en fait de récupérer toutes les transcriptions d'un document, que les documents aient été partiellement ou totalement transcrits. Donc ça n'attend pas la validation des documents pour récupérer la transcription d'une part. Et d'autre part, en fait, ça ne va pas justement récupérer uniquement la transcription, ça va aussi récupérer les noms des transcripteurs, enfin les pseudonymes des transcripteurs et l'historique de la transcription. Ce qui permet derrière de mettre en avant justement les transcripteurs. C'était ça aussi qui leur paraissait important, c'était de pouvoir mettre en avant ces transcripteurs. L'idée, c'est aussi que cet outil soit accessible et donc c'est un script Python en fait dans lequel on intègre l'URL d'un fichier, d'un document et ensuite ça va nous récupérer la transcription. Alors, il y a aussi le MediaWiki, qui permet d'exporter des pages aussi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et puis, de notre côté, donc, suite à ce travail de Michael Nauge, de notre côté aussi, on a souhaité apporter des développements supplémentaires. Donc, ça s'est fait plutôt en fin de projet Colex Percé, et puis là, ça s'est terminé cette année. En fait, on a fait plusieurs développements donc, via BibLibre cette fois. Et donc, ces développements-là, une fois qu'on a fait la bascule de la transcription depuis MediaWiki vers l'Omeka, comme je disais, ensuite, l'idée, c'est aussi de pouvoir faciliter, donc récupérer les noms des transcripteurs, comme c'était le cas. Donc, c'est à ça que sert le Scripto Import Contributions. Donc, ça crée une métadonnée supplémentaire pour intégrer les transcripteurs comme métadonnées à un document, donc comme contributeur, justement. Et puis, deux autres modules qui, eux, permettent d'afficher plus facilement. Alors, pour l'instant, ce n'est pas très facile encore, mais qui permettent d'afficher les transcriptions, soit dans l'entrepôt OAI-PMH, soit en 3IF, c'est-à-dire que transcrire à son propre serveur 3IF génère des manifestes 3IF. Et donc, à présent, lorsqu'on a importé des transcriptions dans le Omeka, les transcriptions sont censées s'afficher comme annotation dans un manifeste 3IF. Et dans l'entrepôt à IPMH, l'idée c'est que les transcriptions qui, elles, sont généralement à l'échelle du média, transparaissent à l'échelle du document, parce que dans un entrepôt à IPMH, on moissonne uniquement des documents. On ne moissonne pas à l'échelle des médias, on moissonne à l'échelle du document. Donc l'idée, c'est qu'il y ait quand même ces transcriptions qui apparaissent à l'échelle du document pour pouvoir justement être affichées. Par exemple, si quelqu'un moissonne l'OIPMH et derrière fait une recherche sur ce moissonnage. Donc voilà, ça c'est les exports. Donc toutes ces stratégies-là que je vous présente, elles n'ont pas encore forcément été appliquées, c'est-à-dire qu'on a réalisé ces développements, mais ils n'ont pas encore eu d'utilisation pratique, ils ne sont pas encore forcément visibles. Et puis voilà, ils nécessitent aussi une mise en avant qui n'est pas encore faite
sur notre site, notamment, ben voilà, je vous ai présenté différentes pages de présentation, d'accès, d'aide. Il faudrait qu'on ait une page aussi, et ainsi que des boutons au niveau des documents qui permettent justement de récupérer beaucoup plus facilement les transcriptions. Ça, c'est aussi dans les perspectives. Euh, donc je crois que j'en ai fini enfin avec la présentation un petit peu plus technique de la plateforme. À présent, je vais vous parler un peu plus des aspects participatifs, de communication et d'animation de la plateforme. Donc Transcrire, comme je le disais, c'est une plateforme qui est participative. Et quand on parle de recherche, de sciences et de recherche participative, ce on abrège en SRP aujourd'hui, il y a différents niveaux. Donc la science participative en soi, c'est une des clés de la science ouverte. C'est souvent la clé de la science ouverte qui est la moins mise en avant, en tout cas, quand on parle de science ouverte. Mais la participation recouvre aussi un ensemble d'autres éléments. Chaque projet participatif, alors je ne dis pas chaque projet de transcrire, mais chaque projet participatif, euh, il est unique selon les conditions qui sont fixées à la participation, mais aussi en fonction des moteurs à cette participation pour les acteurs scientifiques comme pour les participants et dans les modalités techniques de cet investissement participatif. Donc, par exemple, dans les sciences naturelles, bien souvent, vous allez rencontrer des projets qui invitent à la collecte de données, que ce soit des données statistiques, des données de géolocalisation ou des photographies, par exemple, de la faune, de la flore, etc. En sciences médicales, par exemple, ça peut être des projets qui sont réalisés en co-construction, donc avec, par exemple, des groupes de patients qui vont en fait prendre en charge un protocole scientifique en collaboration avec des chercheurs. Et puis, dans un travail d'archive, donc là, comme c'est plus le cas ici, la transcription, c'est généralement le point de jonction le plus important pour tout ce qui va être, participation. Donc, transcrire, à grands traits, ça peut être défini comme une plateforme avec un protocole commun mais adaptable à chaque projet de transcription, avec diverses motivations, donc des motivations techniques, puisque aujourd'hui c'est plus facile évidemment de proposer aux gens de participer grâce à des outils techniques développés, politiques, académiques, mais aussi militantes et éducatives avec des envies de projets pédagogiques. La participation dans Transcrire, elle est assez restreinte, puisqu'elle est restreinte à l'interprétation de documents manuscrits et leur réécriture numérique. Donc on peut parler à ce stade d'un niveau en fait, de crowdsourcing. Donc les participants, eux, ils ont leur propre raison de participer. Mais nous, voilà, on a ces diverses raisons-là sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, mais de participer. Donc Transcrire aujourd'hui, existe. Donc ça a été créé en 2015 et ça existe parce que voilà, il y a quand même plusieurs exemples qui l'ont précédé. Donc, enfin, j'ai pas une slide pour ça, mais il y a plusieurs exemples qui l'ont précédé. Donc des exemples anglo-saxons comme Shaw en Australie qui proposait dès 2008 la transcription d'archives, mais des archives imprimées. Transcribe Bentham, donc du philosophe, des archives du philosophe qui s'est mis en place très tôt et qui se poursuit à ce jour. Ou bien la plateforme Zooniverse, qui est une plateforme qui réunit une multitude de projets de différentes disciplines. Donc ça s'étend bien au-delà de la transcription, mais on a des projets de transcription là-dessus. Je peux citer aussi la plateforme qui s'appelle From the Page, qui est une plateforme qui se base en fait sur le logiciel Omeka et Scripto, mais qui s'est transformée en une plateforme payante, puisque du coup les gens mettent en ligne des documents pour un certain prix, afin de les mettre à disposition justement de transcripteurs qui, eux, évidemment, ne payent rien pour transcrire, mais ne sont pas non plus rémunérés. Hein, mais voilà, c'est pour créer, pour avoir une plateforme à disposition, mettre une plateforme à disposition. En France, Transcrire est quand même assez précurseur. Aujourd'hui, il existe une multitude de projets, que ce soit des projets qui sont issus d'institutions ou des projets issus directement de chercheurs. Ça, c'est aussi grâce à la mise en place justement des soutiens à la recherche participative grâce au ministère, etc. Nous, Transcrire, on appartient au réseau Participe-Arc, donc, qui est un réseau qui a été créé justement en 2018, mais après le rapport Houlier sur la science participative de 2016. Je ne rentre pas dans le détail de ce que c'est que toutes ces choses administratives et ministérielles, mais voilà, le réseau Participe-Arc, c'est un réseau justement de différents projets
participatif. Et la plupart des projets de transcription qu'on voit sont centrés autour du travail sur un travail de recherche en particulier. Par exemple, je pense à Bulio, Bibract et moi, qui est un projet de transcription assez important, mais qui est donc centré sur un corpus d'archives. Ou bien ça peut être centré sur un corpus, pas un corpus, pardon, mais sur un fonds. Par exemple, le fonds des archives de Belfort, qui, il y a quelques années maintenant, a mis en ligne sur Transcribus des documents à transcrire. Et aujourd'hui, il faut que je mentionne plusieurs choses. Il y a quand même, par exemple, les testaments de Poilu qui se sont lancés en 2018 et qui ont donné lieu à un projet extrêmement valorisé à l'échelle nationale, qui a donné lieu ensuite aux archives nationales à la plateforme Girophare aujourd'hui qui existe. Mais la plateforme Girophare, c'est un peu comme les projets du Muséum national d'histoire naturelle sur les herbiers, par exemple. Il s'agit beaucoup de saisies de documents standardisés, par exemple des actes d'état civil, des attributions de génus de plantes, par exemple. Et en fait, alors je dis pas ça pour juger, évidemment, c'est juste un autre format de transcription, puisque du coup, c'est des documents dans lesquels en fait, vous allez remplir un formulaire voilà, vous avez un acte d'état civil qui est manuscrit et vous allez remplir le formulaire d'acte civil. Donc, c'est pas exactement la même saisie que celle qu'on propose sur Transcript. Donc, c'est une autre manière, évidemment, aussi, de faciliter la transcription et de l'aider. Ouais. Enfin, je vais mentionner la plateforme TACT, qui est développée par l'Université de Grenoble et qui permet de transcrire de manière plus ou moins ouverte, avec des projets plus ou moins complexes et avec de l'encodage TOI et de la transcription automatisée. Enfin, voilà, nous on parle d'archives qui sont souvent méconnues, etc. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est pas les mêmes types de données. Donc, on reste sur l'ouverture à tout prix. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir encourager les gens à transcrire. Et comment on fait ça? Alors, on a certains outils. On a une présence en ligne qui est assez réduite, qui s'est restreint aujourd'hui à X. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit changer potentiellement, sachant l'état du réseau. Donc ça, mais c'est un réseau qui a été très important, notamment pour se créer un soutien professionnel, mais pas que, puisqu'on a trouvé aussi des soutiens et des transcripteurs sur le réseau. Et donc sur X, voilà, je vais passer sur les différentes idées de communication, voilà, sur le Tour de France, sur Barbie, sur la date de naissance d'Edmond Bernus, sur la Journée mondiale de la radio, à l'occasion sur les essais nucléaires français, pour la rentrée. Voilà. C'est aussi un moyen de tenir au courant les gens quand il y a des problèmes sur la plateforme. C'est aussi un moyen d'échanger avec des transcripteurs. Là, par exemple, un transcripteur sur le projet justement des archives de la tribune de l'Invalide à nouveau. Alors, il y a aussi une importance de l'événementiel. Donc là, je participe par exemple au Lundi numérique. On a des expositions. Donc il y a eu une exposition par exemple en 2019 à Poitiers autour du projet Camille Delacroix. Là, c'est des photos d'une exposition qui a eu lieu à l'Humathèque Condorcet avant l'été sur les archives de l'Abra, donc justement avec des archives de Raymond Mony. Mais voilà aussi, donc on a participé au colloque Testament de Poilu en 2022. Colloque de conclusion du projet. Et ensuite, on a tout ce qui va être animation, donc atelier de transcription. Donc, on a réalisé plusieurs ateliers de transcription au cours des années. Donc là, par exemple, on en a réalisé un en mars sur le campus Condorcet à l'occasion du Printemps des Humanités qui a eu lieu. Et donc, c'était encore une fois autour du projet Tribune de l'Invalide. Mais on en a réalisé un aussi au musée du Quai Branly à la fin du projet Colex Percé autour des archives de Thérèse Rivière. Et puis là, ce que je voulais vous signaler, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est les mardis d'Abadi et leurs ateliers de transcription en groupe restreint. Donc les mardis d'Abadi, c'est en fait le projet sur Antoine d'Abadi, sur lequel Anaïs Vion travaille. Et la chercheuse, en fait, a réuni un ensemble de transcripteurs fidèles qui se réunissent chaque semaine pour travailler sur ces documents. Ces documents étant particulièrement complexes et nécessitant
une collaboration entre différentes personnes. Donc j'arrive au projet. Ouais, j'arrive au projet. Donc là, je vous ai montré un peu tous les différents projets, j'en ai évoqué plein. Donc les projets aujourd'hui sont un peu plus variés. Donc ça a commencé avec des ethnologues, mais aussi des géographes avec Emmanuel de Martonne ou Edmond Bernus. Aujourd'hui, on a de la correspondance, on a des corpus historiques. On expose à la fois des documents qui proviennent de l'UMATEC, mais aussi du musée du Quai Branly, de l'AMMSH, de Poitiers, de la BNF pour les carnets d'Antoine Dabadie, etc. Et donc une diversité de disciplines, et on espère que cette diversité va encore s'accroître au fur et à mesure qu'on va intégrer de nouveaux corpus. Donc parmi ces corpus, je voulais revenir sur quelques exemples. On ne va pas faire tous les projets, ne vous inquiétez pas. Par exemple, avec Emmanuel de Martonne, donc on va avoir l'ingénieur Gaël Allaire qui a réalisé une exposition numérique en récupérant les transcriptions et en les exposant donc sur Navigae. Et donc elle a proposé ce site sur lequel elle met en avant les transcriptions avec les numérisations, et elle a reproduit aussi un parcours géolocalisé page par page de ces transcriptions avec donc Emmanuel de Martonne ayant fait un très grand nombre de croquis dans ces carnets. Ensuite, on va avoir l'exemple de Poitiers. Donc, j'ai déjà mentionné en fait l'export qui a été réalisé pour Poitiers. Et en fait, voilà, vous avez une bibliothèque numérique dédiée au père Camille Delacroix. Et donc, les transcriptions ont été récupérées par l'outil que j'ai mentionné plus tôt. Et vous avez les transcripteurs qui sont crédités comme tels sur les pages des lettres qui ont été transcrites. Donc, tout n'a pas encore été transcrit, tout n'a pas encore été importé dans la bibliothèque numérique. On est en train de travailler dessus avec la chercheuse à la tête du projet. Ensuite, dans le cadre des archives de Marsogast, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les documents archivistiques manuscrits vont pouvoir servir à décrire mieux d'autres archives, donc les archives notamment sonores et photographiques. Donc là, par exemple, un enregistrement de Marsogast qui est sur Calam, et puis des photographies qui sont disponibles sur HAL. Et enfin, le projet Antoine Dabadie, lui, il est très intéressant, puisque évidemment, donc, il y avait tout cet aspect d'autonomie dans la gestion du projet que je vous ai déjà mentionné, mais aussi tout l'intérêt pour l'HTA, donc la transcription automatisée que j'ai déjà mentionné. Et donc, pour les carnets d'Antoine Dabadie, qui sont extrêmement complexes, en fait, ils ont transcrit manuellement un certain nombre de carnets, et ensuite, ils ont récupéré toutes ces transcriptions et ils les ont utilisés comme ce qu'on appelle une vérité terrain, donc c'est-à-dire pour entraîner le modèle, entraîner l'intelligence artificielle à mieux reconnaître les pages et le contenu des pages. Et donc ça a été utilisé sur les scriptoriums, sur Transcribus. Finalement, ils sont tombés sur Calfa, et c'est Calfa qui a le mieux réussi à proposer une transcription. Mais évidemment, cette transcription n'est pas parfaite. Et en fait, les transcripteurs, eux, ont senti que le plus simple, c'était de rester sur la plateforme Transcrire. Et donc, ils ont pas abandonné, mais j'ai récupéré en fait les transcriptions qui ont été effectuées par l'intelligence artificielle. Et grâce au MediaWiki, je les ai réinjectées justement dans Transcrire. Donc voilà, pour les perspectives, très rapidement, aujourd'hui, on a plusieurs projets en cours. J'ai un projet qui va enfin, c'est pas moi, pardon, excusez-moi. On a un projet qui va se lancer très bientôt sur les manuscrits, donc des manuscrits pas médiévaux du tout, manuscrits philosophiques clandestins. Donc on devrait lancer là d'ici septembre-octobre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet pédagogique, donc c'est un projet en relation aussi avec un groupe étudiant puisqu'il est proposé par une enseignante chercheuse. Donc voilà, on travaille aussi à plusieurs autres ateliers animation, donc en relation notamment avec les projets de la MMSH, donc autour de Marsogast, mais aussi autour donc de Camille Delacroix à Poitiers. Et puis on est en train de travailler à une formation à la transcription au sein du MATEC, donc c'est une formation qu'on pourra proposer dans le cadre justement de nos services à la recherche, mais qu'on imagine aussi pouvoir proposer à l'occasion de tels événements, que ce soit des interventions à la Sorbonne pour Emmanuel de Martonne ou à d'autres occasions. Donc voilà. Alors, à vous de participer. Donc, je vous ai montré comment vous pouvez vous inscrire. Il vous suffit d'un pseudonyme, il vous suffit d'une adresse mail et vous pouvez vous lancer. C'est très simple. En tout cas, il y a des documents qui sont très simples, il y en a qui le sont moins. Allez toujours voir les instructions quand même pour faire en fonction de ce que recommandent les porteurs de projet.
Mais voilà, on a évidemment encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire pour développer la plateforme, correspondre aux besoins des chercheurs sur tout ce qui va être transcription automatisée, encodage TEI pour l'édition numérique, mais c'est pas forcément transcrire qui va évoluer, c'est plutôt notre offre au sein du MATEC qui va s'enrichir d'autres outils en relation aussi avec ce qui existe déjà pour pas réinventer la roue. Voilà, je suis désolé, je me suis un peu pressé sur la fin, mais j'espère que j'ai pu tout vous dire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Alix. C'était super, c'était dense. Je pense qu'il y avait beaucoup d'informations. Alors, on a quelques questions dans le chat que Ouais, je bien peux sûr. faire monter. Marie-Laure Loiseau voudrait savoir qui valide quel projet de transcription peut être hébergé sur Transcrire. Est-ce qu'il y a un comité? Comment ça se passe? Alors, justement, c'est intéressant comme question, puisque justement, on est en train de travailler à une charte d'engagement et on est en train de travailler donc à cette chaîne de traitement des projets de transcription qui est bientôt finalisée au sein de l'IMATEC. Donc derrière, c'est vrai que c'est nous qui gérons la plateforme, donc c'est à nous de valider ces projets. Actuellement, l'idée, c'est qu'on accepte des projets de chercheurs, des projets d'institutions qui sont prêts à s'engager dans une activité participative, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à ensuite proposer des animations, communiquer autour et n'attendent pas que la transcription se fasse de manière immédiate et automatique, comme ce serait le cas. Alors, la transcription automatisée n'étant pas de la magie. Donc, mais voilà. Derrière, on a déjà reçu par exemple des propositions de généalogistes amateurs, etc. Donc ça, c'est des projets qu'on va refuser. Et puis derrière, donc, il y a tout un processus de validation de ces projets qu'on est en train de mettre en place. Donc, en fonction de la nature des documents, en fonction de la capacité de gestion qu'on a, et celle aussi des porteurs de projets. Voilà. Alors, d'autres questions. Est-ce qu'on peut te joindre? Tout à fait, tout à fait. Donc moi, je suis joignable à cette adresse. Vous pouvez me joindre, on peut discuter de projets de transcription. L'idée, c'est pas que ce soit fermé à l'Humatech, hein, évidemment. On a déjà des projets qui dépassent ces frontières. Donc voilà, ensuite, on va peut-être orienter certaines choses sur les archives de l'Humatech ou bien des projets portés par des gens qui sont sur le campus. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de membres à ce campus. Mais on ne se ferme pas la porte du tout. L'idée, c'est justement d'avoir une plateforme vivante et que les gens s'intéressent à quelque chose, puis à autre chose potentiellement, que les projets puissent communiquer entre eux. Voilà, s'il y a des échos d'un projet à l'autre, d'archives à l'autre, c'est aussi ça qui est intéressant. Et les ateliers de formation, est-ce que tu as une idée de quand vous pourrez les mettre en place? Alors, actuellement, on est encore en phase en phase de réflexion sur la structure de la formation. Donc, ce ne serait pas une formation à transcrire, bien évidemment. Il s'agirait plus d'un panorama pour d'initiation un petit peu à la transcription, donc de voir la transcription sous ses différentes formes. Justement, les enjeux de la transcription automatisée, les règles de transcription, la diplomatique. Il ne s'agit pas de donner des cours non plus comme avec la Deschartes, mais évoquer ces différents enjeux pour des publics de chercheurs, mais aussi des publics de master, puisqu'on a des masters sur le campus. Et derrière, l'idée, c'est que ce soit peut-être pour l'année 2025, là, ce ne sera pas pour l'automne ou l'hiver, mais pour l'année 2025, proposer cette formation. Taos Babour demande si vous pouvez accueillir des corpus en langue non latine. Alors, c'est une problématique. On a remarqué par exemple avec Antoine Dabadi, puisque Antoine Dabadi, il y a plusieurs graphies, il va y avoir du français, mais il y a aussi de l'araméen, de l'hébreu, de l'arabe, du gedge, etc. Il peut y avoir une problématique avec des documents dont l'écriture va de droite à gauche, comme l'hébreu ou l'arabe. Donc ça, c'est une problématique, notamment quand les langues se mélangent, quand il y a du français, puis qu'on passe à de l'arabe ou à de l'hébreu, là, ça peut être problématique dans l'expérience de transcription. Ensuite, donc c'est un média outil, donc normalement, c'est tout à fait gérable. Par contre, il y a aussi l'aspect trouver un public. Et donc c'est là où aussi, évidemment, les porteurs de projets doivent pouvoir trouver un public pour ces transcriptions. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est principalement sur des documents exclusivement francophones. C'est que c'est difficile d'internationaliser un petit peu. Il faut avoir des relais. Déjà, par exemple, pour transcrire Anatole Lebras, qui est un spécialiste du folklore breton, on s'appuie sur le CRDC, qui est un réseau breton spécifique. Mais voilà, l'idée,
c'est de s'assurer que derrière, il y a des gens qui sont en capacité de transcrire. C'est ça qui est important. Ça rebondit sur une autre question du chat qui te demandait quelles sont tes recommandations pour, si tu as des recommandations pour animer en fait des ateliers de transcription, justement, ce serait déjà s'appuyer sur des réseaux Oui, existants. tout à fait. Alors, idéalement, nous, on a envie de pouvoir mettre en place justement aussi une sorte de kit d'atelier de transcription pour pouvoir animer ce genre d'atelier. Il y a plusieurs choses. La première, c'est déjà présenter le corpus. Ça, c'est super important et je pense que c'est aussi pour ça que les gens viennent, c'est de pouvoir découvrir les documents. Si possible, si ça se passe dans un centre d'archives ou dans une bibliothèque, proposer de voir les documents originaux, de proposer de voir ou des documents attenants, hein, par exemple le travail fini d'un chercheur. Et puis, l'autre aspect, c'est de pouvoir distribuer le travail, former des petits groupes, par exemple, dire, vous allez prendre la correspondance de machin, vous allez vous occuper de la correspondance de bidule, comme ça on ne se marque pas sur les pieds. C'est notamment un souci, hein, c'est que s'il y a plusieurs personnes qui écrivent sur la même page en même temps, c'est la dernière personne qui sauvegarde qui gagne le... Voilà, ça c'est une problématique à laquelle il faut réfléchir. Ce qui vous arrive aussi sur Wikipédia, si vous voulez commenter l'actualité sur Wikipédia, ça peut vous arriver. Voilà. Et pour tous les exemples que tu as donnés de plateformes collaboratives et enfin participatives, est-ce que il y a peut-être une liste de diffusion qui permet aux gens de la rejoindre? Parce que ça, il y a Marie-Laure Loiseau qui demandait où est-ce qu'on pouvait retrouver tous ces sites que tu as cités. Oui, sur Participart, vous allez avoir un certain nombre de différents projets. Certains sont fermés, certains sont beaucoup plus petits. La plateforme Tact, demain, il y a les journées Tactéo auxquelles j'interviens aussi. Il y a les journées Tactéo à Nancy, puisque la MSH de Lorraine va lancer sa propre plateforme Tactéo. Derrière, donc vous avez il faut suivre un petit peu, les listes par lesquelles vous avez eu ça aussi, hein, les listes Digital Humanist, ce genre de listes, et les réseaux spécialisés dans les sciences participatives. Et donc, ça va couvrir d'autres choses. Ça va pas être que la transcription. Pour ce qui est de transcription participative, là, c'est peut-être un champ un peu trop restreint pour avoir une liste dédiée. Ok. Et alors, j'essaie de voir. Il y avait une petite question aussi sur la saisie elle-même. Est-ce que les sauts de ligne peuvent être conservés dans le texte brut ou pas? Alors, on fait un retour à la ligne quand on marque la fin d'une ligne dans la page, et on fait deux sauts à la ligne quand on marque la fin d'un paragraphe. Après, vous pouvez sauter autant de lignes que vous voulez, mais l'idée étant que les gens qui vont récupérer le texte derrière, ils ne s'intéressent pas à la mise en page formelle. Donc, s'il y a par exemple un bloc de texte et qu'en bas de la page, il y a un grand vide et qu'en bas de la page, il y a un autre paragraphe, il n'y a pas forcément d'intérêt à sauter 15 lignes. On saute une ligne pour indiquer la fin d'un paragraphe et on saute deux fois la ligne pour indiquer la fin d'un paragraphe et là, ça apparaîtra quand on lit la transcription, ça apparaîtra. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à contacter directement Alix si vous avez d'autres questions. Alors, la prochaine séance, qui sera donc le 14 octobre, s'intitulera « Le pigment au pixel, la fabrique de la chromobase » et sera présentée par Arnaud Dubois et Charlotte Ribérol. Je vous remercie encore de vos attentions et je remercie particulièrement Alix pour cette riche présentation. Merci Bull et merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à tous.